Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Donc, en premier lieu, je voudrais vraiment chaleureusement exprimer mes remerciements au comité d'organisation qui m'a fait l'honneur en fait, de participer à cet hommage. C'est clair que lorsque Pierre Corvol m'a contacté pour faire une présentation dans le cadre de ce colloque, j'ai accepté immédiatement car Jean Dossé a vraiment profondément marqué ma carrière de chercheur, et ce à plusieurs égards. Alors, d'un point de vue scientifique, premièrement, bon, il est clair que j'ai baigné dès le début de ma carrière scientifique dans la problématique HLA, et notamment dans le cadre de mon travail de thèse, je me suis intéressé sous la supervision de Jean-François Moreau et Jean-Paul Souilou à la problématique de l'alloréactivité et de l'impact de cette alloréactivité sur le rejet chronique d'allogreffe rénal chez l'homme. Et je dois dire que ces premiers travaux m'ont vraiment motivé pour poursuivre en fait l'analyse des réponses immunitaires et de l'importance de la reconnaissance HLA chez l'homme. Et d'ailleurs, je continue toujours à travailler sur cette thématique. Je l'aborde peut-être maintenant un peu plus sous un angle structural moléculaire, mais il est clair que tous ces travaux que j'ai menés dans ce domaine n'auraient pu se faire sans les contributions majeures de Jean Dossé sur le polymorphisme HLA. Alors, sous un angle personnel, il est clair que je n'ai peut-être pas fréquenté d'aussi près Jean Dossé que Marilyn, Edgardo ou Armand. J'ai malgré tout eu la chance de croiser à plusieurs reprises Jean Dossé et j'en ai gardé vraiment le souvenir d'un homme au charisme, à l'enthousiasme et à la curiosité exceptionnelle. Et j'ai en particulier le souvenir d'une soirée que j'avais passée avec lui en 1987 et au cours de laquelle il avait vraiment, avec une simplicité étonnante, entamé avec le jeune étudiant que j'étais et qu'il connaissait à peine, et entamé en fait avec un enthousiasme un débat acharné sur l'alloréaction. Et je dois dire que cette vision d'une personne donc, qui était quand même nobélisée et donc qui était vraiment impressionnante, et qui avait une telle ouverture d'esprit pour aborder en fait des sujets vraiment profonds avec un étudiant, m'a vraiment conforté en fait dans la conviction de poursuivre dans les activités de recherche, et vraiment je dois beaucoup à Jean Dossé pour cela. D'un point de vue plus anecdotique, j'ai également le souvenir d'un retour assez pittoresque à l'hôtel où Jean Dossé nous avait ramenés. Et pour éviter en fait, les multiples manifestations d'étudiants à l'époque contre la loi de Vaquet, il avait emprunté quelques sens interdits et grillé quelques feux rouges, ce qui dénote, je dirais, tout du moins, au moins une certaine réactivité, mais également peut-être de façon indirecte, un refus du conformisme. Alors, pour revenir maintenant à des aspects un peu plus scientifiques, donc, je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui préoccupe les immunologistes depuis un certain temps. Et là, je ferai référence à des données non publiées que nous avons récemment obtenues et qui abordent en fait la problématique des mécanismes en fait, qui modèlent le répertoire T périphérique et de l'impact du MHC ou du HLA chez l'homme sur le remodelage de ce répertoire. Alors, ça commence mal. Il ne veut rien entendre. Alors, je peux rester sur une diapo, mais ça va devenir rapidement lassant. Alors, attendez. Non. Arrêtez le diaporama. Ouais, je refais ça, je veux bien. Tu avances avec... Ouais. Ah oui, ça y est, il démarre. Merci.
Alors, comme vous le savez, les lymphocytes T se caractérisent par la capacité, à la différence des lymphocytes B, à reconnaître les antigènes, notamment d'origine infectieuse, dans un contexte cellulaire. Et cette restriction cellulaire est en fait liée à la capacité des lymphocytes T à reconnaître des antigènes de nature peptidique, qui sont issus de la dégradation de protéines d'origine endogène et exogène, notamment d'origine infectieuse, antigènes peptidiques qui sont présentés aux lymphocytes T en étroite association avec les produits du complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, la reconnaissance des complexes MHC peptides s'effectue par des structures de reconnaissance antigénique extrêmement variables, qu'on appelle les récepteurs T, qui sont des structures hétérodimériques constituées de 2 sous-unités alpha et bêta. Et l'extraordinaire diversité structurale des TCR alpha-bêta, qui est concentrée en fait dans des domaines extracellulaires qu'on appelle les domaines variables, permet en fait à ces récepteurs T d'établir des interactions spécifiques et d'affinité suffisante avec des myriades de complexes MHC peptides distincts. Alors, la diversité structurale de ces récepteurs T, à l'instar des immunoglobulines, est générée par recombinaison somatique. Et ce processus, en fait, consiste à associer, au cours du développement lymphocytaire, des segments géniques originellement séparés sur le chromosome, donc qui vont former, en fait, des combinaisons d'éléments variables. Et à cette diversité combinatoire s'associe ce que l'on appelle une diversité jonctionnelle, qui repose sur l'ajout ou le retrait de nombres variables de nucléotides. Et ensemble, ces 2 types de diversité peuvent conduire à la production théorique de jusqu'à 10 puissance 16 récepteurs T distincts par individu. Alors bien évidemment, à partir du moment où vous générez des récepteurs T au cours du développement lymphocytaire, parmi ces récepteurs T, vous allez en avoir des qui vont être délétères du fait de leur forte réactivité vis-à-vis du soi, et d'autres qui vont être inutiles tout simplement parce qu'ils seront incapables de réagir avec les molécules d'histocompatibilité du soi, quel que soit leur contenu peptidique. Et en fait, les lymphocytes T, au cours de leur développement intrathymique, vont être soumis à des processus de sélection qui vont permettre la génération d'un répertoire T fonctionnel et tolérant vis-à-vis du soi. Alors, premièrement, le précurseur lymphocytaire va subir un certain nombre de points de contrôle qui vont permettre, en premier lieu, la survie et la maturation des précurseurs qui auront été capables de produire une chaîne bêta fonctionnelle, ce qu'on appelle la sélection bêta, puis des précurseurs qui auront été capables de produire des récepteurs T alpha-bêta fonctionnels. Alors, quand on parle de TCR alpha-bêta fonctionnels, ce n'est pas simplement des hétérodimères alpha-bêta qui vont s'exprimer en surface, c'est également des hétérodimères qui vont être capables de générer des signaux de survie et de maturation après interaction de faible affinité avec les complexes MHC peptides thymiques. C'est ce que l'on appelle encore la sélection positive. Alors, parallèlement, les thymocytes vont être soumis à un processus dit de sélection négative qui va assurer l'élimination physique ou l'inactivation fonctionnelle des thymocytes présentant une forte réactivité vis-à-vis des complexes MHC peptides du soi. Alors, les expériences qui ont été réalisées dès les années 70, notamment par l'équipe de Michael Bevan, dans des modèles de chimères hématopoïétiques murines, ont montré le rôle déterminant joué par le thymus dans l'établissement de la restriction MHC du répertoire périphérique. Très brièvement, donc, l'expérience consistait à générer en fait des souris receveuses qui recevaient donc une irradiation sous-létale qui permettait d'éliminer le compartiment hématopoïétique. Ces souris étaient greffées avec un thymus d'haplotype A alors que les receveuses étaient d'haplotype AB, et elles recevaient ensuite des greffes de cellules souches hématopoïétiques d'haplotype AB. Et dans ce contexte, eh bien, en fait, ces chimères hématopoïétiques ont, après analyse in vitro, développé des réponses T qui étaient beaucoup plus fortes vis-à-vis de cellules présentatrices antigènes d'haplotype A, c'est-à-dire d'haplotype thymique, par rapport à des cellules présentatrices antigènes d'haplotype B, c'est-à-dire exprimées par le compartiment extrathymique. Donc ceci montrait bien en fait le rôle de l'haplotype MHC thymique sur l'établissement de ce que l'on appelle la restriction CMH.
Par contre, la contribution respective de la sélection positive et de la sélection négative à l'établissement de cette restriction CMH reste même encore à l'heure actuelle débattue. Alors, il y a eu plusieurs séries d'expériences portant sur des animaux exprimant par exemple des récepteurs T transgéniques homogènes de spécificité connue, qui ont suggéré en fait un impact dominant de la sélection positive dans l'établissement de cette restriction CMH, dans la mesure où il a été montré que le développement de récepteurs T porteurs de récepteurs transgéniques ne pouvait se faire que dans des thymus qui étaient chargés avec des peptides qui étaient apparentés au complexe MHC peptide reconnu en périphérie. Donc ceci, en effet, suggérait qu'à ce moment-là, c'était plutôt l'interaction positive avec les complexes MHC peptides thymiques qui permettait en fait de générer ces lymphocytes T qui étaient a priori développer une réactivité croisée vis-à-vis des complexes rencontrés au niveau thymique. Alors plus récemment, des expériences ont été menées sur des souris qui exprimaient un complexe MHC peptide homogène et ont abouti en fait à des résultats quelque peu contradictoires. Alors, des travaux qui ont été menés et publiés très récemment dans la revue Science par l'équipe de Ted Hansen suggèrent que chez les souris qui expriment un complexe MHC peptide de classe 1 homogène, eh bien, vous allez avoir développement d'un répertoire reconnaissant une grande diversité d'antigènes restreint par l'allèle qui est exprimé dans cette souris. Et ça, c'est en accord, en fait, avec un rôle dominant de la sélection positive. Mais des travaux qui ont été publiés il y a une dizaine d'années par l'équipe de Philippe Amarac et John Kapler ont montré dans un modèle très similaire, là, dans cette situation de souris exprimant un complexe MHC de classe 2 peptide unique, que dans ce cas-là, eh bien, en fait, chez ces souris, il y avait développement d'un répertoire qui était extrêmement, qui présentait une réactivité croisée extrêmement large vis-à-vis non seulement d'allèles du SOA, mais également d'allèles CMH allogéniques. Et en fait, ce qui a été proposé dans ce travail, c'est que finalement, la génération en fait, d'un répertoire restreint par des complexes MHC peptides du SOA était finalement liée à l'élimination de la majorité du répertoire cross-réactif et donc suggérant en fait une contribution dominante de la sélection négative. Alors on ne sait pas à l'heure actuelle si ces différences sont imputables à la classe des molécules d'histocompatibilité qui a été étudiée ici, si c'est imputable à la spécificité antigénique fine des lymphocytes ou si c'est lié peut-être à des artefacts de transgénèse. Alors le problème, c'est que aborder ces questions dans un contexte non transgénique et non manipulé est une autre paire de manches, tout simplement parce que la fréquence des lymphocytes T naïfs spécifiques d'un complexe MHC peptide donné est extrêmement faible, de l'ordre, disons, théoriquement, de l'ordre de 10-6, 10-7. Et donc, jusqu'à présent, personne n'a véritablement pu évaluer l'impact du phénotype MHC sur la restriction MHC du répertoire T périphérique. Alors, ce problème, en fait, a été récemment contourné par des techniques qui reposent, en fait, sur l'enrichissement de lymphocytes T au moyen de ce que l'on appelle des multimères MHC peptides. Alors, les multimères MHC peptides, c'est quoi? Ce sont, en fait, des formes solubles recombinantes, donc, qui correspondent à la portion extracellulaire des chaînes du CMH, donc classe 1 ou classe 2. Ces formes extracellulaires sont renaturées en présence d'un peptide donné, donc en fait on a un contenu peptidique homogène, puis biotinylé et multimérisé avec des streptavidines fluorescentes. Et en fait, ces tétramères ou multimères MHC peptides présentent une avidité suffisante qui permet d'établir des interactions stables avec des lymphocytes T spécifiques du complexe MHC peptide en question, et ces outils sont directement utilisables pour la détection des lymphocytes T spécifiques par des approches classiques de cytométrie. Alors, le problème, c'est que lorsque l'on analyse des lymphocytes T au moyen de ces complexes MHC peptides, il ressort que la fréquence des cellules est effectivement extrêmement faible, et en général, les fréquences sont tellement faibles qu'il n'est pas possible, en fait, de quantifier précisément des cellules spécifiques des complexes MHC peptides au sein du répertoire naïf, et il n'est pas possible non plus d'évaluer leurs caractéristiques fonctionnelles. Et en fait, l'équipe de Mark Jenkins, il y a 2 ans, a développé une approche
qui est basée en fait sur l'enrichissement de cellules T spécifiques marquées avec des complexes MHC peptides multimériques au moyen de billes qui étaient recouvertes d'anticorps spécifiques du fluorochrome porté par le complexe MHC peptide. Et en fait, avec cette technique, il a pu montrer qu'il pouvait enrichir en fait, la fréquence de cellules T naïves d'un facteur 200 à 500. Et dans ces situations, on se retrouvait avec des échantillons pour lesquels en fait, les fréquences de cellules T naïves étaient suffisamment élevées pour que l'on puisse mener une caractérisation approfondie. Alors en fait, nous avons appliqué une approche assez similaire pour évaluer la qualité du répertoire naïf chez l'homme. Et on s'est focalisé en fait sur un certain nombre de complexes MHC peptides restreints par un allèle HLA qui est très fréquemment retrouvé au sein de la population caucasoïde, qui est HLA A201, et qui était chargé avec plusieurs antigènes immunodominants d'origine virale, issus du cytomégalovirus, du virus de l'hépatite C, de l'HIV, du virus de la grippe. On a également analysé le répertoire dirigé contre un antigène tumoral qui a été retrouvé en fait sur les cellules de mélanome et un antigène autologue. Et en fait, nous avons procédé à l'enrichissement immunomagnétique de cellules T naïves, donc issues d'individus séronégatifs, au moyen des complexes MHC peptides multimériques ad hoc. Alors, pour repérer les populations naïves, on a réalisé une étude cytométrique 8 couleurs qui nous permettait dans un premier temps d'isoler les populations lymphocytaires T par le marqueur CD3, puis par l'expression du corécepteur CD8. Au sein de ces populations, nous sommes focalisés en fait sur les cellules exprimant les multimères MHC peptides adéquats. Et au sein de ces populations, nous sommes intéressés aux cellules qui exprimaient une combinaison de marqueurs naïfs consensuels, donc l'hypoexpression du marqueur CD45RO et une combinaison des marqueurs CD27 et CD11A. Alors, ici, quelques exemples d'enrichissement. Avant enrichissement, après enrichissement, vous pouvez voir que dans la plupart des cas, on peut détecter à ce moment-là un nuage de points donc, reconnus par les multimères MHC peptides, que dans certains cas, vous voyez quelques points, par exemple, avec certains complexes avant enrichissement, mais vous ne voyez pas un fort enrichissement qui indique qu'ici, il s'agissait d'un marquage non spécifique, mais que dans la plupart des cas, en fait, vous pouvez voir qu'on arrive à quantifier et à détecter les populations T spécifiques de n'importe quel complexe MHC peptide étudié au sein de ce répertoire naïf. Alors, avant de procéder à une analyse approfondie, nous avons bien évidemment effectué quelques contrôles. Le premier contrôle était de vérifier que les populations T qui avaient été enrichies avec un complexe MHC peptide donné étaient effectivement réactives vis-à-vis du complexe MHC peptide en question. Et donc, on a fait des expériences, par exemple, de double marquage avec des tétramères marqués avec des fluorochromes différents et qui montraient qu'effectivement, lorsqu'on enrichissait des cellules avec un tétramère chargé avec 7 antigènes, eh bien, ces cellules étaient doublement marquées par un tétramère dans un autre canal de fluorescence ici, mais chargé avec le peptide ad hoc, alors que ce n'était pas le cas lorsque l'on utilisait des tétramères chargés avec des peptides distincts. On a également vérifié que ces populations T enrichies, après activation in vitro, étaient capables de répondre vis-à-vis des peptides adéquats et pas vis-à-vis des peptides non pertinents. Et également, nous avons voulu vérifier que le rendement de récupération des cellules T reconnues par ces tétramères n'était pas affecté par la fréquence de ces cellules T au sein des populations complexes. Et donc, on a fait en particulier des expériences de dilution d'un clone reconnu par un multimère MHC peptide donné. Nous avons dilué en fait ce clone, donc ici 10 cellules dans un échantillon de 100 millions de cellules, et nous avons procédé à l'enrichissement immunomagnétique et la quantification de la fréquence de ces cellules. Et on a pu montrer que la fréquence, donc que la majorité des cellules étaient récupérées, de l'ordre de 7 à 8, 70 à 80% de ces cellules, et que le rendement de récupération était le même sur des fréquences allant de 10 à 10 000 cellules pour 100 millions de cellules. Donc globalement, nous avons réalisé d'autres expériences que je n'aurai pas le temps de vous montrer aujourd'hui et qui ont permis en fait de s'assurer qu'effectivement on pouvait tirer des données quantitatives de ces expériences. Alors très brièvement, l'analyse chez les individus A2 avec différents antigènes ont montré en fait une grande diversité en fait en termes de fréquences
d'un complexe MHC peptide à l'autre, d'un facteur 100. Alors avec certains complexes où on retrouve des fréquences qui sont près de 10-4, d'autres plutôt aux alentours de 10-6. Et ce que vous pouvez noter en fait sur cette diapositive, et de façon assez surprenante, c'est l'extraordinaire homogénéité des fréquences pour un complexe MHC peptide donné. Donc ceci suggère en fait que les contraintes qui vont modeler en fait la taille d'un répertoire dirigé contre un complexe MHC peptide donné sont extrêmement fortes et ne sont pas affectées en particulier par la réactivité croisée potentielle de ces lymphocytes vis-à-vis des autres allèles non A2 qui sont nécessairement retrouvés dans cette population hétérogène. Alors après, nous avons évalué de façon comparative la taille du répertoire chez les individus A2+, et A2-. Et là, ce que l'on voit, c'est que l'on voit que finalement, on peut détecter très aisément des populations T A2 restreintes chez les individus A2-, mais que l'impact de l'allèle HLA-A2 sur la fréquence de ces cellules est très variable d'un complexe MHC peptide à l'autre. Vous pouvez voir ici que plus la fréquence de cellules T A2 restreintes est élevée chez un individu A2+, et plus l'impact de l'absence en fait de l'allèle HLA-A2 est important sur la fréquence de ces cellules. Donc, ceci suggère un impact dominant de la sélection positive sur l'établissement d'un répertoire A2 restreint, mais malgré tout, vous pouvez noter que pour certains complexes MHC peptides, eh bien, la fréquence de cellules spécifiques est quasiment la même, quelle que soit l'expression de l'allèle de restriction. Alors, ce que l'on peut noter, c'est que malgré cet impact hétérogène de la sélection thymique sur la taille du répertoire A2 restreint, on retrouve en fait les mêmes hiérarchies de fréquences chez les individus A2+, et chez les individus A2-. Donc, ceci suggère que la taille du répertoire spécifique est affectée d'une certaine manière par la réactivité croisée naturelle des lymphocytes sélectionnés par des allèles qui n'ont a priori pas grand-chose à voir avec l'allèle de restriction, mais cette réactivité naturelle vis-à-vis des complexes A2 peptides étudiés. Alors, nous avons bien sûr analysé les caractéristiques des populations A2 restreintes retrouvées chez les individus A2-. On a pu montrer que les caractéristiques de répertoire étaient assez similaires, et en particulier qu'on retrouvait les mêmes biais d'utilisation de certaines régions V. Par exemple, dans le cas des réponses mélana, on sait que 80% des cellules utilisent en fait un élément V alpha particulier, et on retrouve ce même biais de répertoire chez les individus issus d'individus A2 négatifs. On a pu montrer également que ces cellules A2 restreintes étaient capables de répondre vis-à-vis des peptides pertinents par des tests de production cytokinique. Et jusque-là, bon, tout allait bien. Et puis, on s'est intéressé à ce moment-là de façon plus générale à la présence de ces cellules A2 restreintes de façon plus globale dans l'ensemble du compartiment lymphocytaire. Alors peut-être avant de rentrer dans ces données, je voudrais faire quelques rappels sur le fait que vous savez qu'il y a une association entre l'expression d'un corécepteur CD8 et la restriction MHC par une classe particulière de CMH, dans la mesure où les lymphocytes T CD8 sont restreints par les molécules d'histocompatibilité de classe 1 et les cellules T CD4 sont restreints par les molécules d'histocompatibilité de classe 2. Et en fait, cette association phénotype corécepteur et restriction CMH, elle est la résultante d'un processus de sélection intrathymique, dans la mesure où, au cours du développement intrathymique, les thymocytes passent par un stade dit double négatif, CD4, CD8, un stade où ils co-expriment ces deux corécepteurs CD4, CD8. Et disons, pour faire simple, on peut considérer qu'à ce stade-là, donc stade dit double positif, où s'opère la sélection positive des thymocytes, eh bien, le co-engagement du corécepteur CD8, qui présente une affinité basale de quelques centaines de micromolaires avec les molécules de classe 1, ou de CD4 avec les molécules de classe 2, donc le co-engagement du corécepteur CD8 avec le TCR va aboutir à terme à la modulation du corécepteur non engagé. Et donc, globalement, on peut considérer que la très grande majorité des lymphocytes T CD8 ont été sélectionnés positivement par des molécules de classe 1 et que la grande majorité des lymphocytes T CD4 ont été sélectionnés par des molécules d'histocompatibilité de classe 2. Et là, de façon surprenante, quand on a analysé les populations A2 peptides A2 restreintes, eh bien, on a retrouvé des cellules A2 restreintes, donc spécifiques de molécules de classe 1, non seulement au sein des populations CD8, mais également au sein des populations CD4. Là, on a bien sûr vérifié
que ces populations étaient capables de réagir vis-à-vis des peptides ad hoc dans les tests de cytotoxicité ou de production de cytokines. Et on a également vérifié, mais je ne vous le montre pas ici, que le répertoire de ces cellules était le même, et en particulier que ces cellules montraient exactement les mêmes biais d'utilisation de V-bêta ou de V-alpha que leur counterpart CD8. Donc il s'agissait bien d'un marquage spécifique. Alors en termes de fréquence, comme on pouvait s'y attendre, la fréquence de cellules TCD4 A2 restreinte est beaucoup plus faible pour la plupart des complexes MHC peptides étudiés que leur équivalent CD8, avec une différence quasiment de 2 log. Mais ce n'est pas le cas systématiquement. Et en particulier, par exemple, pour cet épitope, qui est un épitope extrêmement immunodominant de la réponse PP65, eh bien, les fréquences des cellules spécifiques de ce complexe A2 peptides sont les mêmes, quelle que soit l'expression du corécepteur, CD4 ou CD8. Et de façon assez troublante, en fait, quand on a analysé la fréquence, et on a ploté, disons, on a corrélé la fréquence de cellules T, CD8 et CD4 spécifiques de complexes A2 peptides, eh bien, on a observé une corrélation extrêmement significative entre la fréquence de ces deux sous-populations. Donc, ces données, en fait, suggèrent que la qualité, en fait, du répertoire T A2 restreint est impactée, en fait, d'une certaine manière, par la réactivité naturelle du répertoire T CD4, qui a priori n'a pas été sélectionné du tout par des molécules de classe 1, et d'ailleurs nous avons pu le vérifier, en particulier en analysant l'impact en fait des déficiences TAP sur la fréquence de ces cellules TCD4. Je n'ai pas le temps de vous le présenter ici, mais globalement, ces cellules TCD4 étaient effectivement sélectionnées par les molécules de classe 2, et malgré tout, on observait une corrélation entre la fréquence de cellules TCD8 A2 restreinte et les populations TCD4 A2 restreinte. Donc ceci suggère vraiment qu'il y a un impact de cette réactivité naturelle du répertoire T, quel que soit son contexte de restriction, sur la qualité du répertoire T spécifique de complexe MHC peptide au sein des populations qui expriment le corécepteur pertinent. Donc en conclusion, il semblerait que la qualité du répertoire T périphérique chez l'homme soit affectée à la fois par des processus de sélection thymique et par la réactivité croisée naturelle du répertoire T. Alors, il y a un impact clairement hétérogène de ces processus de sélection, avec un effet net tantôt neutre, positif ou négatif de la sélection positive ou négative. Il semblerait que, d'une façon générale, la qualité du répertoire A2 restreint est modelée de façon dominante par la sélection positive, mais que dans certains cas, eh bien, la génération d'un répertoire T dirigé contre des antigènes très immunodominants, notamment par exemple dans le cas des réponses T anti-CMV A2 restreinte, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, en fait, il n'y ait pas besoin d'une préamplification des populations T spécifiques au sein du répertoire naïf. Et donc, ceci amène peut-être à se poser des questions quant au but, en fait, et à la finalité du processus de sélection positive. Et peut-être que la sélection positive, malgré son impact dominant sur le remodelage du répertoire périphérique, a plutôt un impact qualitatif que quantitatif, et en particulier permet très logiquement de coupler à une spécificité particulière un programme fonctionnel particulier, dans la mesure où l'on sait que les cellules T qui ont été sélectionnées par des molécules de classe 2 vont présenter de façon prédominante des propriétés T auxiliaires, alors que les cellules T sélectionnées par des molécules de classe 1 vont présenter de façon prédominante des fonctions effectrices et cytotoxiques. Donc là, on peut tout à fait imaginer que ce soit ça la finalité de la sélection positive. Alors pour terminer en fait sur l'aspect réactivité naturelle du répertoire, en fait, les éléments concernant la corrélation entre les fréquences de cellules T CD8, quel que soit le contexte HLA ou entre les populations CD8 et CD4, suggèrent en fait que la fréquence de cellules T spécifiques de complexe MHC peptide va être d'une façon ou d'une autre affectée par des caractéristiques topologiques spécifiques au complexe MHC peptide étudié. Et donc, ceci nous a amené naturellement à aborder sous un angle structural la caractéristique de ces complexes MHC peptides. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter les données, mais en fait, on a résolu la structure de l'ensemble de ces complexes binaires, avec des résolutions de l'ordre de 2 angstroms. Donc, en fait, ce qui nous permettait d'avoir une idée très précise en fait, du cheminement peptidique. Mais malheureusement, nous n'avons pour l'instant pas mis en évidence
de paramètres structuraux, notamment par exemple de degré d'exposition du peptide ou de stabilité thermodynamique des résidus peptidiques exposés au solvant, qui corréleraient avec la fréquence de cellules T naïves spécifiques de ces complexes. Et donc cela montre que très probablement ces paramètres sont beaucoup plus complexes qu'on le pensait au départ, comme d'habitude. Disons que nous avons quand même une piste, j'ai terminé, hein, c'est la dernière diapo, nous avons une piste dans la mesure où les populations T les plus fréquentes sont extrêmement biaisées et utilisent en fait de façon extrêmement prédominante une région variable. Et donc, c'est notamment dans le cas, par exemple, des réponses anti-mélana, qui sont dominées en fait par l'utilisation d'une chaîne, d'un segment V-alpha particulier, alors que la diversité jonctionnelle des chaînes alpha et bêta et la diversité des éléments V-bêta est extrême. Et donc, ceci suggère en fait que la contribution énergétique des boucles germinales portées par l'élément V-alpha 2 est dominante par rapport aux autres boucles CDR qui participent au site de reconnaissance antigénique. Et dans ce contexte, on peut tout à fait imaginer que ce qui va déterminer en fait la fréquence de cellules T cross-réactives vis-à-vis de complexes MHC peptides, c'est peut-être la balance des contributions entre les boucles germinales et les boucles jonctionnelles, parce que de fait, si vous avez une contribution majeure de boucles germinales, la fréquence de récepteurs T qui vont être générés dans un répertoire au hasard vis-à-vis du complexe MHC peptide en question va être naturellement plus élevée. Donc j'ai terminé. Je voudrais simplement remercier ici les personnes qui ont participé à ce travail au sein de notre unité à Nantes, et en particulier François Legout qui a réalisé un travail remarquable. Et ce travail a été réalisé sous la co-supervision de Xavier Solquin et moi-même, et l'équipe de cristalographes, et notamment Dominique Housset, avec lequel nous collaborons depuis plusieurs années sur ce sujet. Merci beaucoup.